Vous faites bien de suivre les programmes de la 2STV. C'est demain que l'Organisation des Nations Unies va célébrer tout simplement l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Autrement dit, cette organisation aura bien entendu 71 ans. Alors, l'année dernière, le 25 septembre 2015, les pays ont eu donc la possibilité d'adopter un ensemble d'objectifs de développement durable pour éradiquer non seulement la pauvreté, protéger la planète, garantir aussi la prospérité pour tous dans le cadre d'un nouvel agenda de développement durable. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre donc dans les 15 prochaines années. Il s'agit tout simplement donc de 17 objectifs. Pour qu'ils soient donc atteints, chacun doit faire tout simplement sa part, à savoir donc les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les personnes aussi comme vous et moi. Alors, pour parler de cet agenda mondial, nous avons sur ce plateau Dr Souadou Sakho Djimbira, il est de l'IPAR, donc l'initiative prospective agricole et rurale Cœur Jacques Faye. Nous avons aussi sur ce plateau Aboubakar Bey, directeur général de l'ANSD, et Mayacine Camara du ministère de l'économie, des finances et du plan. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à vous et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous inviter donc à suivre donc cette réaction, on va dire cette intervention même, de Madame Bintou Djibo, coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Mais avant de l'écouter, tout d'abord, on va laisser donc, comme on dit, galanterie oblige. D'abord la parole à Madame Souadou Sakho Djimbira. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Toujours sur ce plateau aussi, pour nous accompagner, Aboubakar Bey, directeur général de l'ANSD. Bonjour. Monsieur Bey, bonjour. Bonjour. Et enfin aussi Mayacine Camara du ministère de l'économie, des finances et du plan. Bonjour. Merci Monsieur Camara d'avoir accepté cette invitation. Alors ensemble, nous allons suivre tout simplement cette réaction de Madame Fatou Bintou Djibo. Fatou Bintou Djibo, je rappelle juste aux téléspectateurs que Fatou Bintou Djibo est le coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. On va suivre sa réaction, ensuite revenir sur ce plateau. Nous célébrons le 24 octobre la journée des Nations Unies et qui effectivement a retenu les objectifs du développement durable comme le thème principal. Et les objectifs de développement durable, effectivement, c'est un nouvel agenda qui vient d'être adopté pour achever l'agenda initial des OMD. Les objectifs de développement qui viennent d'être adoptés par les pays aux Nations Unies est un agenda global qui touche tous les pays par rapport au niveau des développements. Le premier agenda, effectivement, n'avait pas requis toute la participation nécessaire et était orienté vers un certain nombre de pays. Aujourd'hui, l'idée et je dirais le slogan pour ce nouvel agenda, c'est de ne laisser personne en rade. C'est-à-dire que cet agenda touche les pays développés comme les pays sous-développés. Et l'originalité de cet agenda, c'est déjà de passer de 8 objectifs à 17 objectifs. Cela veut dire que nous allons construire sur un agenda inachevé et consolider les acquis et en plus de cela intégrer d'autres objectifs qui n'étaient pas pris en compte lors du premier agenda. Donc je pense que cela fait vraiment une spécificité de ce nouvel agenda. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit également, c'est la participation. Cet agenda a pu vraiment être très participatif grâce aux différentes consultations. Des consultations au niveau national, régional et au niveau international. Je pense que tout le monde adhère à cet agenda et autour de cet agenda, je pense que les pays sont engagés à avancer et à mettre en œuvre ces 17 objectifs. Voilà, vous venez à l'instant même de suivre la réaction donc, de Mme Fatou Bintou Djibo, coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Donc, pour démarrer donc, même ce débat, on va laisser la parole à, bien entendu, Souadou Sakho Djimbira. Alors, vous avez suivi un peu cette réaction donc, du coordinateur. Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, tout à fait. Je partage bien cette intervention de Mme Djibo, puisque, comme elle l'a dit, il s'agit d'un agenda de développement durable qui est universel, puisque en fait, cet agenda concerne aussi bien les pays développés que les pays en développement.
Et contrairement à l'agenda sur les objectifs du millénaire pour le développement, cet agenda concernait uniquement les pays du Sud, donc les pays en développement. Donc les leçons ont été tirées de la mise en œuvre de cet agenda sur les objectifs du millénaire pour le développement pour construire donc, des objectifs de développement durable qui soient universels, mais tout en tenant compte des spécificités nationales. Donc, parce que maintenant, les Nations Unies se sont dit, maintenant, il faut associer tout le monde et non plus que ça soit l'affaire des pauvres. Hein. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, on va laisser la parole à M. Bey, le directeur général de l'ANSD. M. Bey, vous avez donc la parole. Oui, je crois que, comme Mme Sarro l'a dit, les ODD, c'est un agenda mondial. C'est 17 objectifs pour transformer le monde. Mme Djibo l'a dit, le processus pour les OMD n'était peut-être pas un processus aussi inclusif et participatif. Et pour cette fois-ci, c'est un long processus qui a abouti à 17 objectifs et 169 cibles. Et nous continuons de travailler sur les 231 indicateurs de suivi. Donc, le processus a été inclusif et participatif, mais aussi au niveau des objectifs, les OMD n'avaient pas inclus des objectifs qui tournent autour de l'environnement ou des objectifs de priorité économique. Donc, ces questions ont été incluses dans ce nouvel agenda, qui est un agenda mondial en ce sens que les challenges que le monde rencontre sont pris à bras le corps par tout le monde. Quand on parle de la pauvreté et qu'on estime qu'il y a plus de 800 millions énorme, qui vivent d'extrême pauvreté, mais que pour la plupart, ces pauvres extrêmes vivent en Afrique et en Asie, c'est tout le monde, les efforts sont mis en commun pour donc travailler sur ces parties du monde où il y a plus de problèmes. Et c'est possible d'éradiquer toute cette pauvreté-là? Cette extrême pauvreté, c'est possible? C'est très, très possible. C'est très possible. Et vous avez, et c'est dans ce sens que le processus inclusif et participatif est important, parce que vous avez, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates qui a pratiquement sa vie maintenant est dévolue à cette lutte-là. Donc, il n'est pas dans les Nations Unies, il n'est pas dans un gouvernement, c'est une personne strictement privée et qui a pris à bras le corps ce travail-là. Donc, lui et tant d'autres organismes, le secteur privé y compris, tous ensemble, c'est très possible et nous pouvons y revenir plus en détail dans le cadre de ce débat. D'accord, le temps de vous retrouver un peu plus tard. On va laisser la parole à Mayacine Camara. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'il est donc du ministère de l'économie et des finances et du plan. Monsieur Camara, vous avez suivi aussi les propos de Mme Fatou Bintou Djigo. Bon, on va dire aussi vraiment que cet agenda global qui ne laisse personne en rade aussi. Alors c'est important, plus de 800 millions de pauvres aussi. L'extrême pauvreté qui est là. Mais d'abord, je vous laisse donc un peu voir si aussi vous partagez quand même son point de vue avant d'apporter aussi des explications supplémentaires. Oui, merci chef. Tout à fait, je partage les propos de Mme Djibo qui sont assez clairs. Et je me réjouis de la clarté qui montre un peu le passage des ODD des OMD vers les ODD. Je pense que aussi mes prédécesseurs ont bien expliqué l'importance de ces ODD. Mais je pense que le point aussi qu'il faut ajouter, et là où il faut vraiment attirer l'attention des uns et des autres, c'est le changement. Lorsqu'on avait 8 OMD, on n'a pas pu atteindre tous les résultats. Aujourd'hui, nous sommes à 17. C'est énorme, hein? C'est presque le double ou plus du double. Hein? C'est avec des cibles beaucoup plus compliquées et beaucoup plus exigeantes. Je pense que là, il faut quand même que... Heureusement que nous avons l'engagement de tout le monde, c'est un engagement universel. Et c'est ça qui nous donne un peu plus d'espoir. Et effectivement, le caractère participatif. Je pense que de ce point de vue, nous avons encore un gros morceau devant nous, surtout pour les ODD. Et aujourd'hui que le Sénégal est en train de mettre en œuvre son plan Sénégal émergent, on peut espérer quand même que les efforts seront multipliés par 10 pour au moins atteindre
les objectifs et les cibles. Et vous êtes optimiste quand même, le fait de quitter ces OMD pour en allant vraiment vers ces deux ODD, avec les objectifs qui ont plus ou moins presque doublé? Presque doublé, c'est ça que je dis. C'est l'engagement universel qui me rend vraiment optimiste. La détermination des plus hautes autorités, dans tous les pays, les autorités ont pris à bras le corps. Comme on dit maintenant, ce n'est plus l'affaire des pauvres, c'est l'affaire de tout le monde. Hein? Voilà. Contrairement, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, vous verrez que les OMD n'étaient pas suffisamment portés par les grandes autorités. Aujourd'hui, c'est les présidents de la République, de pays très riches, très développés, pauvres, pays paiements qui se sont retrouvés aux Nations Unies. Tout le monde a pris la parole pour s'engager sur cette question-là. Et chaque année, on se retrouve pour faire l'évaluation. Je pense que ça aussi, c'est important. Et on a le droit d'être optimiste quand même, quel que soit le degré de difficulté d'atteindre ces ODD. On va avancer un peu parce qu'on voit qu'aussi, toujours concernant ce premier point, on va dire plus de la moitié des enfants qui ne sont pas aussi inscrits à l'école vivent en Afrique subsaharienne. L'Afrique aussi reste toujours touchée par ce fléau. Oui, tout à fait. Là, c'est d'abord, on peut aussi espérer que les cibles pourront être atteintes. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans le passé, mais nous avons eu beaucoup de résistance. Mais là où on doit souligner le problème majeur se trouvait dans l'efficacité de nos dépenses publiques. Quand vous regardez au sud du Sahara, nous mettions beaucoup d'argent pour enrôler les enfants. Nous avons construit effectivement beaucoup d'écoles, mais il y a eu beaucoup de résistance. Parce que le Sénégal a même eu à augmenter son budget aussi, on s'en souvient, voilà. porté à 40%, mais bon, jusqu'à présent, comme vous le dites, il y a quelques résistances. Voilà, si nous prenons le cas spécifique du Sénégal, on s'est rendu compte que les dépenses étaient largement inefficaces par rapport aux autres pays. Donc il suffit de faire encore un effort, ce que le ministère de l'Économie et des Finances est en train de faire, pour au moins rendre beaucoup plus efficace cette action publique. Et facilement, je pense qu'on peut faire de grands pas. Et il ne faut pas qu'on oublie les initiatives comme les bourses sociales. Je pense qu'aujourd'hui, il apparaît aux yeux de tout le monde que ces bourses sont là pour distribuer de l'argent aux familles. Mais en réalité, c'est des bourses qui devraient à terme encourager les familles à maintenir les enfants à l'école. Et je pense que si nous arrivons vraiment à enclencher cette activité et à lui donner vraiment toute son ampleur, ce qui est en train d'être fait, je pense qu'au terme de ce processus, on pourra espérer que les poches de résistance que nous avons sur le plan de la scolarisation pourront être résolues. Alors, Madame Djimbira, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour l'Afrique, pour que l'Afrique vraiment renverse un peu cette tendance, on va dire, du côté positif, parce que plus de la moitié des enfants vivent aussi en Afrique subsaharienne? Alors, il y a un point important qu'il faudrait ne pas oublier, c'est sur les situations de référence. Parce que l'Afrique n'était pas, les points de départ de l'Afrique et des autres continents, plus ou moins, ne sont pas les mêmes quand on mettait en œuvre ces objectifs du millénaire pour le développement. Donc forcément, en termes de résultats, on ne peut pas être au même niveau. Mais ça ne constitue pas une excuse en soi. Et je pense qu'en Afrique, quand même, on est de plus en plus conscient avec le processus participatif et inclusif de ces objectifs de développement durable. L'Afrique a été un des continents, je pense que c'est le seul continent qui a eu une position africaine commune sur l'agenda de développement durable, donc sur l'agenda 2030. Et c'est un point positif en fait. Et je pense qu'avec cette position africaine commune, ça a permis de réfléchir sur quelles sont les priorités du continent africain au regard de cet agenda de développement mondial. Et également, si on regarde le cas du Sénégal, quelles sont les priorités du Sénégal par rapport à l'agenda de l'Afrique, mais également à l'agenda mondial. Dans ce cas, je vous repose la question. Quelles sont d'abord les priorités de l'Afrique et ensuite, quelles sont les priorités du Sénégal par rapport à cet agenda? Alors, les priorités de l'Afrique, c'est toujours par rapport à la pauvreté. Avec l'objectif de développement durable, on ne parle plus de réduire la pauvreté de moitié, mais c'est d'éradiquer la pauvreté en 2030. Donc ça, c'est un objectif clé, je dirais même, le premier objectif que l'on doit mettre en avant. Vous avez une petite idée du nombre d'enfants ou de personnes touchées quand même par cette extrême pauvreté en Afrique? Je laisserai la parole à M. Bey de la NSD. D'accord, je reviendrai à lui tout à l'heure, juste pour vous laisser continuer alors dans ce cas. Voilà, donc également pour le Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, je pense qu'il y a un accent qui est mis sur la réduction de la pauvreté. Et à travers ces plans quinquennaux,
la mise en œuvre de ces plans quinquennaux-là pourront permettre de réduire la pauvreté au niveau national. Donc le travail qui reste à faire, c'est l'intégration entre le plan Sénégal émergent à travers ces plans quinquennaux et les objectifs de développement durable pour espérer éradiquer la pauvreté en 2030, même si ça reste encore ambitieux. Ça reste encore ambitieux. Oui. Apparemment, oui, la parole, je crois que Mme Djimbira a déjà donné la parole à M. Bey, donc je vous laisse répondre. Oui, juste pour rester sur l'ODD 4, hein, sur l'éducation, je crois que si vous regardez les cibles, un des cibles phares, c'est d'accroître le nombre de jeunes et d'adultes qui ont des formations techniques et professionnelles. Ça, c'est extrêmement important et qui devrait pousser les gouvernements de tous les pays, en particulier des pays africains, en particulier du Sénégal, à faire davantage pour la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, le recensement de 2013 a montré qu'au Sénégal, plus de 80% des interrogés ont dit qu'ils n'ont pas reçu de formation professionnelle. Or, pour avoir un emploi décent, pour être dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas mieux que d'avoir des compétences techniques et professionnelles. Donc, c'est très important que ces cibles-là, ces objectifs soient intégrés dans les politiques de développement. Vous l'avez dit, c'est surtout en Afrique, au sud du Sahara, qu'on voit ces taux très faibles d'alphabétisation ou de scolarisation ou de formation professionnelle. En ce qui concerne la pauvreté, c'est la même chose. C'est des choses, quelque part, qui sont liées. Les dernières enquêtes sur la pauvreté au Sénégal datent de 2011 et on est autour de 46% de pauvres. Nous avons une enquête en 2017 qui va démarrer, qui va donc constituer la référence sur laquelle on va travailler. Mais déjà, les estimations qui sont faites aujourd'hui montrent que le taux de pauvreté tournerait autour de 40%. Maintenant, il faut avoir une enquête sur le terrain pour vérifier tout ça. Mais 800 millions de pauvres en Afrique et en Asie, c'est un challenge. Et vous avez posé la question aussi, tous ces objectifs sont possibles, il est possible de les atteindre? Oui. Vous regardez dans l'ODD 3 sur la santé, l'une des cibles, c'est de réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Pour la mortalité infantile, l'objectif, c'est de passer de 25 pour 1000 à de le réduire à 25 pour 1000 pour tous les pays, au moins à 25 pour 1000. Ou au Sénégal, on est autour de 54 pour 1000. Vous voyez donc, c'est une question de le réduire de moitié dans le cas du Sénégal. C'est tout à fait possible. Il y a des choses, des initiatives qui peuvent être prises collectivement maintenant, avec les ONG, la société civile, le secteur privé dans le cadre de la RSE, l'État, bien entendu, et tout ce qui se fait autour des Badianougor, etc. Donc il y a un effort, il faut comprendre maintenant cet objectif dans lequel on va. Il y a aussi un objectif sur la mortalité maternelle. La mortalité maternelle, l'objectif c'est d'aller à 70 décès pour 100 000 naissances. Le Sénégal aujourd'hui est à 392 décès pour 100 000 naissances. Donc d'ici 2030, l'objectif c'est de passer de 392 à 70. Maintenant, quand vous regardez les causes de la mortalité maternelle au Sénégal, quand vous voyez des femmes qui ne reçoivent aucun soin prénatal, qui se déplacent à la case de santé ou au centre de santé
par charrette, etc. Il y a des actions très précises, très simples, qui peuvent être prises pour pouvoir atteindre cet objectif. Je crois que c'est très, très possible. Et justement aussi, Mayacine, donc on va avancer parce que moi j'en profite pour vous poser deux questions en même temps. Juste quand même, d'abord par rapport à la réponse de M. Bey, mais on voit aussi que quelque chose comme plus de 2 milliards de personnes aussi manquent d'installations sanitaires. C'est pour rester quand même dans ce même volet, donc de base telles que des toilettes ou de latrines. Et tout cela, c'est assez compliqué aussi. Hein. Oui, c'est compliqué, mais ça relève du domaine du possible. Tout dépend de la participation des acteurs. Moi, je pense que si on veut laisser à l'État cette question, elle sera résolue difficilement. Et on voit que les pays les plus touchés sont aussi les pays de l'Afrique, les pays de l'Asie. À chaque fois, ce sont les mêmes. Hein. Oui, c'est important. Je crois qu'il faut vraiment appuyer sur cet aspect que ce n'est pas que l'État. Tous les acteurs, en jouant le jeu, est très, très possible. Sont concernés. Je peux vous donner peut-être l'exemple que j'ai vécu dans mon commune lorsqu'on a voulu avoir une initiative pour régler la mortalité maternelle. Oui, allez-y. Il y a eu des maternités, il y a eu beaucoup d'investissements publics, mais on a pensé par exemple à mettre en place une maison d'accueil des femmes enceintes. Je pense que ça, c'est une initiative uniquement pour combattre définitivement la mortalité maternelle dans la commune de Congo. Parce que l'accès aux soins pose vraiment problème dans ces localités. Mais il faut des initiatives, il faut que les collectivités participent, il faut que les ONG participent, il faut que tout un chacun y mette du sien pour qu'au moins cette question-là soit réglée. Surtout les problèmes de santé liés à l'enfant, à la maman. Ce n'est pas seulement l'investissement public qui pourra régler le problème. Bon, évidemment, il faut au moins un minimum sur l'efficacité de l'action publique. Et ça, je pense que le gouvernement est là-dessus. Tout ce que M. Bey fait dans le cadre du suivi devrait pouvoir contribuer à rendre efficace, beaucoup plus efficace nos actions. Ce que nos partenaires aussi de la recherche font et leur caractère vraiment participatif dans le processus, tout ça améliore d'une manière ou d'une autre notre intervention au niveau du gouvernement. Alors, mais en gros, c'est une politique publique qui appartient à tout le monde. Il faut que chacun y mette son sien. Il faut clarifier aussi une chose. Oui. Nous n'avons pas deux politiques. Le Sénégal met en œuvre le plan Sénégal émergent. Maintenant, il s'agit de voir, en mettant en œuvre notre plan Sénégal émergent, comment nous pouvons, au fur et à mesure, régler les problèmes, les questions des ODD. Et ça, c'est plus du suivi et de la participation, surtout, et de la mobilisation, évidemment, des ressources. Mais c'est le plan Sénégal émergent. Je dois préciser que ces deux programmes ont plus ou moins, on va dire, les mêmes objectifs ou les mêmes dates quand même. Non, parce que nous avons eu la chance, à la formulation du plan Sénégal émergent, le Sénégal déjà faisait partie des pays pilotes où on devait faire de la réflexion. Je pense que Mme Bintou Djibo pourrait revenir bien largement là-dessus. Le PNUD avait déjà engagé un processus de réflexion avec les institutions de recherche, tous les acteurs, pour aller vers une proposition commune dans laquelle le Sénégal devrait donner sa contribution. Puisque j'ai eu la chance d'être là à l'époque, je dois dire que si vous voyez la sécurité dans l'axe 3 du PSE, c'est parce qu'à l'époque déjà, nous avions commencé la réflexion, on avait senti dans les questions ODD à venir que cette question de sécurité allait intervenir. Et ça nous a beaucoup influencé pour le mettre dans le PSE. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le plan Sénégal émergent, il est carrément, il est bien articulé à ce processus ODD. Alors, pour revenir sur, le fait qu'en fait, il ne faudrait pas compter sur l'État uniquement pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable. Ce sont des objectifs qui sont ambitieux, de par leur nombre et de par leur contenu. Quand on parle de réduire la pauvreté de moitié, et maintenant qu'on passe à une éradication totale de la pauvreté, c'est-à-dire qu'au niveau local déjà, il faudrait que les acteurs qui sont au niveau local puissent contribuer à l'atteinte de cet objectif-là.
Au niveau du Sénégal, on a l'avantage d'avoir un contexte d'acte 3 de la décentralisation, disons. Donc les collectivités locales auront un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable, puisque des compétences leur sont transférées. Donc ces collectivités locales-là, comment ces collectivités locales peuvent collaborer et travailler en synergie avec d'autres acteurs qui sont au niveau local, comme par exemple les ONG, comme par exemple le secteur privé qui est au niveau local, etc. Mais est-ce que ces collectivités locales ont les moyens pour le faire aussi? Parce que beaucoup de collectivités locales se plaignent de l'acte 3 de la décentralisation. Peut-être qu'on ne va pas politiser cette affaire, mais c'est juste une petite question. Hein? Excusez-moi d'entrer dedans. Ils ont les moyens, parce que c'est le problème au niveau de ces collectivités locales, c'est la traçabilité de la dépense. Parce que M. B a besoin de l'information. Ce que nous sommes en train de faire dans nos communes, comment les capitaliser dans le processus. C'est ça, en fait. Sinon, on risque d'arriver à des doublons et des omissions. Oui. Voilà. Donc, je pense que le défi est lancé aussi à M. Bey, qui va peut-être se charger vraiment de produire l'information. Comment faire de sorte que les actions qui sont orientées et entreprises au niveau de ces collectivités locales, et même au niveau de l'ensemble de ces acteurs, comment nous arriverons à les capitaliser dans le processus. Et chacun aura aussi la latitude de mobiliser ses propres ressources. Moi, je pense que, étant maire, si je veux régler une question ODD, il ne sera pas difficile de trouver des ressources, même en dehors de l'État. Monsieur B, c'est possible quand même à l'intérieur du pays, vous qui êtes statisticien, aujourd'hui on est vraiment gâtés. Hein. Oui, aujourd'hui on est vraiment gâtés. On peut dire que c'est le temps de la statistique et c'est consacré même par les ODD qui sont suivis et évalués sur la base de 231 indicateurs. Ça veut dire que les instituts nationaux de statistique ont énormément de challenges à fournir ces indicateurs, et c'est des indicateurs très 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 fins. Ça va jusqu'à évaluer le nombre de kilomètres qui est parcouru en moyenne par les femmes pour aller chercher de l'eau. Vous avez aussi dans l'ODD, je crois que c'est dans l'ODD même santé, il y a un objectif de réduire, d'éradiquer, ou en tout cas de réduire de façon drastique le nombre de morts sur la route. Donc, pour nous, Institut national de la statistique, le challenge, c'est qu'il nous faut mettre en place un dispositif d'information sur les statistiques de décès. Parce qu'on voit qu'au Sénégal, plus de 300 personnes perdent toujours la vie. Exhaustif. Des milliers aussi. Et être exhaustif, parce que nous avons des statistiques qui nous parviennent à partir des sapeurs-pompiers, mais pour couvrir le territoire, il faut un autre dispositif qui fasse qu'il soit exhaustif. Donc c'est très fin, mais ce qu'il faut lire aussi dans le fait d'avoir ces 231 indicateurs, c'est que toutes les actions qui sont menées par les pays seront faites sur la base du chiffre. Et c'est ça, c'est extrêmement important. C'est la politique basée sur les faits et non plus sur des certitudes théoriques, mais on demande de mesurer et de prendre des actions. La mortalité maternelle, quelles sont les causes de décès? Qu'est-ce qui explique, quels sont les facteurs les plus importants qui expliquent la mortalité maternelle? En prenant ces facteurs-là, c'est sur ça qu'il faut agir pour être efficace dans la réduction jusqu'à 70 pour 100 000. Alors, pour avancer un peu, M. B, je vais rester avec vous, parce que si je regarde un peu quand même dans mes notes, parce qu'on voit qu'à la lecture des 17 objectifs, il apparaît clairement que cet agenda concerne tous les pays. Là, on est tous d'accord. Donc, par exemple, aussi l'objectif C, ce qui concerne la paix et la sécurité, la corruption, la fraude, le vol, l'évasion fiscale, qui coûte plusieurs centaines de milliards par an aux pays en développement. Mais on voit aussi cette somme pourrait être utilisée pour aider quand même ceux qui vivent avec moins de $2 par jour et au moins pendant 6 ans. Mais est-ce que vous pensez réellement que ces actions globales impliquant, on va dire, les plus riches et les plus pauvres peuvent contribuer à faire atteindre ces objectifs? Oui, tout à fait. Je crois que Mayacine en a parlé tout à l'heure.
sur l'efficacité de la dépense publique. Mais quand on va chercher de l'aide au développement, avant d'aller chercher l'aide au développement, il faudrait s'assurer déjà que dans nos pays, qu'il y a une efficacité et qu'il n'y a pas de perte, qu'il y a une allocation optimale des ressources dont nous disposons. Et donc tout ce qui sort du système en dépenses liées à des aspects de corruption ou à des aspects qui n'ont rien à voir avec l'atteinte de ces objectifs, il faudrait les combattre, n'est-ce pas? Et malgré tous ces corps de contrôle, on voit qu'il y a toujours aussi des milliards et des milliards qui sont détournés. On parle toujours d'évasion fiscale, aussi de fraude fiscale, oui, il y en a oui, beaucoup. Parce que voilà, ceux qui s'y adonnent aussi ont leur stratégie. Voilà, donc c'est clair qu'ils ne vont pas aussi aller dormir tranquillement parce qu'il y a eu des déclarations d'intention. Donc c'est un phénomène mondial qui fait qu'il faut le combattre aussi de façon mondiale. Mais je pense qu'il y a quand même des réussites dans ce domaine. Il y a, si vous comparez en Afrique, il y a 25 ans et aujourd'hui, c'est très différent. Il est beaucoup plus difficile, j'imagine, de faire une évasion ou de la corruption qu'on le faisait il y a quelques années. Et c'est ça aussi le fait qu'on ait les ODD signés par 193 pays du système des Nations Unies qui travaillent ensemble, qui mettent leur banque de données ensemble. Parce que tous ces indicateurs que nous collectons, nous avons un système qui de transmission au niveau des Nations Unies et il y aura toute une série d'analyses comparatives qui va permettre de voir les efforts faits par les uns et les autres. Les pays de même catégorie devraient être comparés. Le Sénégal sera comparé dans ses efforts à d'autres pays de même calibre. Et ça, c'est extrêmement important que donc tous les acteurs soient informés. Tous les acteurs mettent aussi leurs efforts ensemble. Le secteur privé a un rôle à jouer dans les ONG. Tout à fait. Il faudra le définir. Les ONG, ça peut même réorienter leur intervention sur le terrain. Ils peuvent lire sur les ODD, mais encore une fois, la boussole, c'est quand même l'État. Et au Sénégal, la boussole, c'est le PSE. C'est très ambitieux comme programme. C'est 17 objectifs, 169 cibles. C'est clair que le Sénégal ne va pas engager tous les 17 objectifs et toutes les 69 cibles. On n'a pas les moyens aussi pour le faire. Non seulement on n'a pas les moyens, mais ce n'est pas les mêmes priorités. Quelles sont les priorités sur lesquelles nous devons mettre l'effort et aussi indiquer aux acteurs de la société civile, aux acteurs des ONG, etc. Bien sûr que bon, la société civile, les ONG sont libres, hein, mais les orientations, c'est quand même l'État. Il dit que voilà où on a des difficultés et voilà où on aurait aimé que les ONG interviennent. Nous, en tout cas, au niveau de la statistique, nous savons ce qu'on doit faire et nous devons mesurer. Nous devons mesurer et tout. Sur la base des priorités définies, nous sommes déjà prêts parce que nous avons une plateforme qu'on a déjà calibrée et qu'on a commencé déjà à renseigner. Et nous savons déjà les aspects où on est très faible en matière de dispositifs d'information sur lesquels on travaille. Au niveau de la DGPPE, monsieur le coordinateur général de la DGPPE aura la lourde charge de mettre en musique avec les sectoriels. Et il aura la possibilité d'avoir donc les résultats de la recherche d'organismes comme l'IPA. Donc pour le Sénégal, nous sommes très outillés, nous travaillons en synergie avec les acteurs et nous allons vers un atelier que nous allons organiser avec la DGPP sous peu pour mettre en musique et mettre
tous les acteurs ensemble et se partager quelque part un peu la charge de travail. Alors, Madame Djimbira, par rapport à ces objectifs quand même qu'on devrait atteindre, il y en a quand même, n'est-ce pas, quelques-uns. Et quelles sont, par exemple, les priorités pour le Sénégal, pour l'Afrique? Alors, pour résumer, je pense que les priorités du Sénégal peuvent se limiter aux priorités qui sont déclinées dans le PSE. Parce que, quand même, le PSE a été défini avec les acteurs qui se trouvent au niveau national. Donc, ça veut dire que les priorités de chaque partie prenante sont déjà intégrées dans le PSE. Donc, ce qu'il faudrait faire actuellement, c'est d'avoir cette articulation entre le PSE et les objectifs de développement durable. Parmi les 17 objectifs de développement durable, les 17 ne sont pas pertinents pour le Sénégal, disons. Donc, la priorisation de ces objectifs de développement durable devrait se faire au regard de ce qui est prioritaire dans le plan Sénégal émergent. Ce qui veut dire que ce qui est pour le Sénégal ne l'est pas pour les autres. Alors. Exactement. Et également, pour revenir sur la question des flux financiers illicites de l'évasion fiscale, il faudrait souligner que l'année dernière, en juillet 2015, lors de la conférence internationale sur le développement, l'accent a été mis sur la mobilisation des ressources domestiques. Donc, quand on parle de mobilisation des ressources domestiques, c'est comment réduire la dépendance par rapport à l'aide publique au développement et partir de nos ressources au niveau national, que ce soit de l'État, du secteur privé, etc., pour pouvoir financer cette mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Et je pense que c'est possible. Au niveau local, quand on regarde le secteur privé qui travaille au niveau local, comment à travers la RSE, le secteur privé pourrait contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Quand on regarde les philanthropes, il y a des fondations qui sont au niveau local. Comment, à travers leurs contributions, ils peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et il y a également un point important dans l'agenda qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le fameux « Leave no one behind ». Donc, ça veut dire ne laisser personne de côté ou ne laisser personne en rade, comme l'a souligné Mme Djibo. Mais pour ne laisser personne de côté, il faudrait que chacun soit compté, en quelque sorte. Et cela veut dire que l'ANSD aura un rôle de leader à jouer, mais il faudrait que derrière, qu'on puisse assurer les financements pour que le dispositif statistique national puisse être en mesure de suivre, mais également que les organisations de la société civile puissent être en mesure d'accéder aux statistiques de l'ANSD et qu'à partir de ces statistiques-là, qu'on puisse dire à tel acteur, que ce soit le gouvernement ou bien un autre acteur, qu'on puisse lui dire qu'en termes de redevabilité et de réédition des comptes, vous aviez pris tel engagement en 2016, disons, et en 2025, l'engagement n'est pas encore respecté. Qu'en est-il par rapport à l'atteinte des ODD si on est à 5 ans de la date limite? Donc, c'est vraiment pour montrer que chaque acteur a un rôle à jouer. Je verrais bien la société civile jouer un rôle clé dans la transparence et la redevabilité, mais cela implique une synergie des actions que la société civile doit avoir avec les statistiques qui sont produites par l'ANSD. Puisque c'est à partir des chiffres, c'est à partir de l'évidence qu'on peut informer les décideurs publics. Et c'est un point important. Merci. Merci infiniment à vous, Mme Djimbira. Mais alors, M. Camara, est-ce que le PSE s'est inspiré un peu donc, des EDD? Ou bien c'est le cas contraire, je ne sais pas trop, mais parce que bon, il y a tellement de ressemblances. Hein. Oui, aujourd'hui, je pense que si vous prenez les axes du plan Sénégal émergent, ils cadrent parfaitement avec les ODD. Et dans ces axes, nous avons des lignes d'action, des domaines d'intervention en quelque sorte, qui sont beaucoup plus fixes que les actions. Parce qu'un projet, il peut changer d'une année à l'autre. Mais les domaines d'intervention et les lignes ne changent pas sur les 5 ans. Parce que c'est pour au moins cadrer avec les objectifs. Cela veut dire que d'ici à la fin de cette première phase de 5 ans, nous allons mettre en œuvre notre plan Sénégal émergent. Et il y aura certainement quelque part quelques objectifs qui ne seront pas très visibles dedans. Voilà, ça, mais tout ce que nous allons faire devrait pouvoir contribuer à atteindre des objectifs de développement durable. Mais il y a des objectifs de développement durable qui ne sont pas encore reflétés suffisamment dans le plan Sénégal. Maintenant, le jeu, c'est d'être d'abord très vigilant dans la formulation de nos projets. Quand le ministère des Infrastructures
nous présente un projet, envoie un projet au niveau du ministère de l'économie et des finances, il s'agira de voir est-ce que ce projet-là n'atteint pas, ne met pas des femmes à l'écart. Ou bien est-ce que ce projet de construction d'une route, parce que c'est très sensible. On peut vouloir construire un forage ici et que malheureusement ce forage-là, quand il sera là, des enfants vont quitter l'école. Ou bien des femmes vont encore vivre une situation beaucoup plus compliquée qu'avant. Donc ça, c'est des questions beaucoup plus sensibles, très sensibles, sur lesquelles le ministère de l'économie et des finances devrait veiller avant d'allouer la dépense publique. Et c'est seulement avec cette méthode que nous allons mettre en œuvre les objectifs du plan Sénégal émergent, mais tout en respectant et veillant sur la poursuite de l'atteinte de certains objectifs qui relèveront du domaine du possible. Donc, maintenant, quand on va finaliser notre première phase quinquennale, on aura suffisamment d'informations sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, les domaines sur lesquels nous n'avons pas beaucoup insisté, par exemple les changements climatiques. C'est ça. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que les prochaines phases vont être suffisamment articulées et que peut-être d'ici à 2030, on aura 2 ou 3 phases quinquennales à mettre en place et qui permettront tout simplement d'atteindre tout bonnement. C'est parce que nous entamons la dernière partie de cette émission, mais je voudrais juste savoir quand même, parce que le Sénégal a adopté, on va dire, l'année dernière, cet ambitieux agenda. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes réellement, un an après? Bon, comme je l'ai dit, si nous mettons en œuvre notre plan Sénégal émergent, nous mettons en œuvre les ODD. Bon, on a la chance, cette fois-ci, que le plan Sénégal émergent, ça, je pense qu'on a parlé de ça dans une émission passée, le plan Sénégal émergent est porté quand même par le président de la République, la plus haute autorité de ce pays. Ça ne s'est jamais passé au Sénégal. Ça ne veut pas dire que les autorités qui étaient là ne s'intéressaient pas au développement du Sénégal. Mais c'est encore beaucoup plus intéressant que la plus haute autorité s'engage. Et on est dans ce cas-là. Et on sera donc nous concentrer autour des actions pour réaliser le plan Sénégal émergent. Il est en bonne voie selon vous? Est-ce que ça ne bloque pas selon certaines informations? Le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent. Oui. Selon certaines informations, ça grince un peu encore. C'est pas encore ça. Non, c'est parce que peut-être la façon dont nous présentons le plan Sénégal émergent, parce qu'on pense que le plan Sénégal émergent reste concentré sur les projets phares. Bon, les projets phares sont des projets de grande envergure qui ne peuvent pas être réalisés du jour au lendemain. C'est tout un processus qui devrait conduire à réaliser un projet phare. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'état d'exécution de ces projets phares qui sont spécifiques au plan Sénégal émergent est en bonne santé. Maintenant, en dehors de ces projets, il faut voir tout ce qui est réalisé en termes sur le plan économique. Je pense que l'économie est sur une excellente voie, on touche du bois. Bon, parce que dans le passé, quand même, nous avons eu à dépasser le cap de 5%, mais malheureusement, on n'était pas structurellement organisé. On parle un taux de 6,7% d'ici 2017. Vous confirmez, vous, qu'il y a de l'ANSD? L'ANSD ne confirme qu'après coup. Qu'après coup, alors. Nous ne sommes pas dans la prévision. La DPE fait les prévisions. Mais nous, il nous faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour confirmer un chiffre, définitivement. Donc, 1 an après, nous publions les résultats provisoires. 2 ans après, c'est les résultats semi-définitifs. Et c'est que 3 ans après. C'est pour dire la complexité. Et c'est pour ça que quand la DGPPE fait des projections aussi, il faut que les Sénégalais comprennent le statut du chiffre. En réalité, c'est des modèles très complexes et c'est des gens très aguerris. Quand on est à 0,2, 0,3, 0,4%, c'est une très bonne estimation. Ça veut dire que 1 an avant, vous regardez l'économie, vous avez des modèles robustes qui vous permettent d'avoir une idée. Donc, c'est juste pour... ce n'est pas l'objet du débat, mais l'ANSD est complètement indépendante. Elle regarde les états financiers des entreprises
elle prend les statistiques qui nous viennent des autres secteurs, l'agriculture, etc., pour faire les évaluations. Maintenant, je voulais enclencher sur l'importance du PSE dans le cadre des EDD et l'interaction. Dans le cadre du comité, on va terminer par Mme Djimbira, dans parce que le le temps est cas terminé. du travail sur les EDD, la stratégie qui a été adoptée, c'est d'accueillir les ODD, c'est de prendre les ODD comme input dans le PSE. C'est-à-dire que le PSE est un peu le filtre des 169 cibles et qu'on passe un peu sous le tamis du PSE pour en sortir les cibles prioritaires. C'est comme ça que nous avons travaillé et c'est dans ce cadre-là que les ODD vont être mis en œuvre avec, comme je disais tout de suite, en tête de file, l'État. Le gouvernement joue le rôle d'orientation et nous, à NST, nous sommes dans ce cadre-là et la partition que nous jouons, c'est de nous assurer que nous renseignons les indicateurs. Et nous avons pris les devants pour créer les situations de référence. C'est parce que c'est très important, les situations de référence. Ouais. Je crois que Mme Safol en a parlé. C'est important de savoir où on était en 2015, Absolument. où on était en 2016. Ce qui fait qu'en 2030, peut-être même avant 2030, en 2020, à mi-parcours, on devrait pouvoir dire voilà où est-ce qu'on en est, voilà les problèmes qu'il y a pour pouvoir rectifier. Mais la situation de référence, c'est pour ça qu'on a les enquêtes sur l'emploi pour la première fois au Sénégal. Nous avons donc le recensement des entreprises, mais nous avons les enquêtes démographiques et de santé qui renseignent pour au moins 60% des indicateurs qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Mais nous avons aussi évalué notre système et nous savons qu'aujourd'hui, à peu près 40% des indicateurs, nous ne pouvons pas, en l'état actuel du système statistique national, on peut renseigner autour de 60%. Et je dois dire que pour beaucoup de pays, c'est beaucoup moins, c'est autour de 40%. C'est pour dire que nous avons quand même un système statistique assez robuste qui peut renseigner autour de 60-65%. Mais il y a 40% qui reste, qui fait que là, il faut mettre un dispositif d'information et ça coûte beaucoup de ressources. D'accord. Voilà, donc, mais je crois qu'avec le concours de l'État d'abord, des bailleurs, nous pouvons y arriver. Mais le deuxième aspect, dans la chaîne, une fois que le gouvernement a trouvé ses priorités et donné les orientations, c'est les acteurs des ONG, sociétés civiles, privées, monde de la recherche, etc. Chacun doit trouver son filon et son war pour utiliser le concept Wolof et élaborer cette partie du champ. D'accord. Peut-être une question à Mme Djimbira. Est-ce que vous sentez... Je voulais juste rebondir sur le Oui, allez-y d'abord, avant ma question pour terminer. Voilà, donc juste pour revenir sur l'importance d'avoir des partenariats, donc comment l'ANSD peut collaborer avec les startups qui utilisent la technologie pour générer de l'information. Donc cela, je pense, permettra de combler les lacunes qu'on a en matière de statistiques sur les secteurs de la gouvernance et de l'environnement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, vraiment, on est arrivé à la fin. Également, peut-être préciser que les deux initiatives dont je viens de parler, une des initiatives a été financée par le PNUD. Et c'est pour aider le gouvernement du Sénégal à évaluer les capacités nationales de suivi des objectifs de développement durable. Alors, le gouvernement justement du Sénégal qui a adopté vraiment l'année dernière cet agenda, est-ce que vous avez senti quand même, on va dire, des progrès? Est-ce que vous avez senti un engagement? Avez-vous senti quelque chose depuis vraiment l'adoption, on va dire, de ce projet par le gouvernement du Sénégal? Alors, peut-être que c'est prématuré d'évaluer parce que l'agenda a été adopté en septembre 2015, mais il faut préciser que la mise en œuvre a commencé le 1er janvier 2016. Donc, on est à 10 mois de la mise en œuvre. Je pense qu'il faudrait quand même laisser le temps aux directions comme la DGPPE
de voir l'articulation, d'assurer cette articulation entre le plan national de développement qui est le PSE et les objectifs de développement durable. Également donner le temps à l'ANSD d'assurer cette situation de référence pour dire qu'en 2016 on est parti de tel. Mais également pour les acteurs de la recherche et le secteur privé de voir quel rôle ils peuvent jouer dans ces objectifs de développement durable. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, essayer d'évaluer la mesure. Avant de terminer donc avec le coordinateur, vous aurez le mot de la fin. On va laisser donc à M. Bey, donc juste en 30 secondes, dire quelque chose et ensuite on vous laisse la parole pour le mot de la fin. Oui, donc je voudrais juste remercier les Nations Unies pour avoir encadré ce processus-là qui a abouti en septembre à l'adoption des 17 objectifs. Dans le cadre africain, nous avons travaillé depuis 2 ans maintenant avec la Commission économique pour l'Afrique qui est basée en Éthiopie. Nous avons une position africaine commune et il y a eu au moins 5 ateliers dans 5 pays différents en Afrique et qui nous a permis donc d'identifier 7 pays qui portent un peu la voix de l'Afrique, et le Sénégal fait partie de ces pays et donc des 28 pays au monde qui encadrent le processus de conception et d'identification des indicateurs. Donc nous en sommes à la phase finale. C'est pour dire aussi que les ODD ont commencé, mais le système de suivi, on a adopté les 17 objectifs et 169 cibles, mais les 231 indicateurs, nous sommes encore en phase finale et nous avons une réunion la semaine prochaine pour définitivement figer ces 231 indicateurs dans leur définition, sur les métadonnées et sur aussi les modes de transmission des données, comment ça va se gérer, etc. Donc c'est un processus encadré par les Nations Unies qui nous a valu, en tout cas pour l'Afrique, nous avons présenté un des meilleurs dossiers et nous avons été vraiment en position de lead. Donc nous remercions le système des Nations Unies pour ce travail immense qui a pour une fois donc fédéré 193 pays qui s'engagent ensemble. Et je dois ajouter que c'est les ODD, mais il y a aussi l'accord climatique qui va avec. Donc c'est tous ces pays qui sont ensemble dans le challenge pour éradiquer la pauvreté, pour améliorer les conditions de vie des populations, bref, pour transformer le monde. Aboubacar Bey, directeur général de l'ANSD, merci à vous. Le mot de la fin, à Mayacine Camara. Je pense que aussi, comme il l'a dit, le PNUD nous a beaucoup encadrés au début. Et jusqu'à présent aussi, le système des Nations Unies nous accompagne. Aujourd'hui, on est dans la phase d'articulation et d'arrimage. Je pense que c'est ça, comment dire au sectoriel que vous avez le plan Sénégal émergent, mettez-le en œuvre, mais il y a des objectifs et des indicateurs qu'il faut atteindre dans les sur le plan Sénégal émergent. Hein. Non, mais c'est important parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est dans 2 trains différents. On est dans un seul train. L'objectif, il est là. Maintenant, je le disais tantôt, une chose, c'est de formuler des objectifs et de s'engager. L'autre chose, c'est de les suivre et de les mettre en œuvre. Et là, je pense que 50% des efforts doivent être faits du domaine du suivi, surtout en matière de collecte d'informations. Je pense que le défi qu'il faudra relever avec M. Bey, je pense qu'il aura besoin de beaucoup d'argent, parce que si on n'a pas l'information, parce qu'aujourd'hui, le succès de nos politiques publiques, c'est des politiques publiques, ce ne sont pas des politiques étatiques, c'est des politiques publiques. Ça engage tous les acteurs, les chercheurs, les élus locaux, la société civile, le secteur privé, le gouvernement. Tout le monde est partie prenante. Donc, si on parle de participation, c'est des capacités qui sont renforcées. Les gens ne pourront jamais être efficaces dans la participation tant que les données ne sont pas là, tant que l'information n'est pas là. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur cette collecte d'informations et renforcer vraiment les capacités de mon ami. L'autre défi, c'est l'appropriation. Elle est fondamentale. On en avait parlé l'autre jour. On a dit la plus haute autorité,
ça, on n'a pas de doute. Je pense que aujourd'hui, on a la chance d'avoir une autorité qui s'implique dans ces questions. Mais toutes les composantes et toutes les catégories d'acteurs, quelle que soit leur position, quel que soit leur domaine d'intervention, doivent être, dès l'instant qu'elles soient des catégories d'acteurs résidentes au Sénégal, devant participer, on doit les intégrer. Et ils doivent se l'approprier. Et l'appropriation va nous aider dans les préparations, dans les formulations de projets, dans leur mise en œuvre et dans le suivi. Et tout ça, à chaque étape, il y a des actions à faire pour orienter davantage vers l'atteinte des ODD. Donc cette question d'appropriation, je pense que c'est le mot de la fin. Merci. Merci infiniment à vous, Mayacine Camara. Je rappelle juste que vous êtes donc du ministère de l'économie, des finances et du plan. Un peu plus tôt, donc, il y avait aussi Aboubacar Bey, directeur général de la NSD, et Fatou, docteur Souadou Sakho Djimbira. Voilà, j'y arrive enfin. De l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, que Jacques Faye. Il était vraiment question de parler un peu vraiment donc, de cette journée des Nations Unies qui sera célébrée ce 24 octobre. Merci à vous les téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.